Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire, un nouvel événement lié à Net Entreprise dans le cadre des rencontres extra. Donc une rencontre devenue itérative pour le coup. Chaque année, on profite au nom du comité régional Limousin de ce moment pour échanger avec vous sur l'actualité en DSN et puis sur l'aspect en fait déclaratif, parce qu'on a la DSN, mais on a aussi les événements en DSN. Et aujourd'hui, donc à travers l'événement qu'on vous propose, on a fait une petite parenthèse sportive pour donner un petit peu de peps à la formule. Et vous allez constater donc tout au long en fait de la matinée, nous allons aborder la DSN d'une façon différente. Et pour le coup, je vais rester quand même très accroché à ce que vous faites au quotidien. Et vous allez le voir, on va faire ça tranquillement tous ensemble. Donc, on va démarrer par le programme. D'abord, dans un premier temps, on va faire un point sur la DSN, l'environnement déclaratif. Ensuite, les principes d'inscription à Net Entreprise. Les logiciels de paye auront une fenêtre aussi qui leur sera consacrée. Dans un quatrième temps, Net Entreprise, les services actuellement qui sont en train d'évoluer. Ensuite, nous allons aller sur la préparation des données de la paye. On passera après sur la partie déclarative. On parlera des comptes rendus métiers, donc tout ce qui est réception des CRM. Et puis, des conseils de la part du JPMDS et de moi-même en fonction des différentes thématiques qu'on va aborder ce matin. Donc le but, on reste sur de la simplification, la DSN, maintenant, vous êtes toutes et tous embarqués. Voilà. Alors on l'a constaté, effectivement, faire des déclarations sociales, mais c'est vraiment un sport. C'est vraiment un sport. Il y a de la préparation, il y a de l'entraînement. Il faut être présent le jour J. Et puis derrière, il y a non seulement des sportifs déclarants, mais on a des arbitres, on a des surfaces de jeu qui sont différentes en fonction de l'attendu en termes de données. Ce qu'on sait, c'est que 95% des entreprises et des tiers déclarants qui étaient présents en fait en 2011 dans les différents forums qui étaient organisés dans toute la France à l'occasion des assises de la simplification, citaient en fait les principales difficultés qui étaient en fait on avait trop de formalités administratives, trop d'interlocuteurs, effectivement, hein, le maillage des organismes de protection sociale était très large, très profond, sans parler des organismes complémentaires. Et puis, les échéances étaient complètement hétérogènes et c'était vraiment un sport au quotidien. Donc, pour le coup, la loi de simplification de 2012, loi Warsmann, on est arrivé en fait avec la naissance de la DSN en 2013. Donc, la DSN, elle a pris 10 ans l'année dernière. Et donc, cette année, on avait Coupe du Monde du rugby. On est en train de préparer les Jeux Olympiques, Paralympiques prochainement. Donc, voilà, on s'est dit, on va faire coller la DSN et le sport. Donc, le rappel sur la simplification. Donc, je vous en ai parlé, la création en 2013 de la déclaration sociale nominative. L'aspect déclaratif, donc, on reste toujours le 5 ou le 15 du mois. L'ensemble des gestionnaires de paye participent en fait à cet aspect déclaratif. Il faut absolument en fait être au rendez-vous hein, de cette DSN mensuelle, c'est une obligation. L'avantage pour vous, c'est que derrière cet aspect itératif, il demande juste une mise à jour correcte des données dans vos logiciels de paye. Alors ensuite, on nous parle des faits de jeu du mois précédent qui comptent. Effectivement, on embarque en fait toutes les données qui ont alimenté la vie en fait du salarié dans l'entreprise. Et donc pour le coup, on a toutes ces données qui vont nous permettre d'alimenter une DSN, de l'envoyer, le tout issu directement de la paye. Derrière, vous verrez aussi qu'on a des éléments qui sont annexes à la DSN mensuelle, ce qu'on appelle les événements en DSN, hein, tout simplement, tels que des arrêts maladie par exemple. Ensuite, effectivement, on a ce qui peut être annulé ou remplacé dans le cadre de la DSN. On fera un point dessus ultérieurement.
Donc on en a parlé, on est sur un flux dématérialisé mensuel, obligatoire, hein, puisqu'à partir de 2017, rappelez-vous, le régime général et le régime agricole ont eu l'obligation de rentrer en DSN, et depuis 2022, la fonction publique est elle aussi rentrée en DSN. On reste à la maille du SIRET, hein, c'est toujours le principe de base, à savoir une DSN par SIRET. Les éléments, comme je vous le disais au préalable, sont issus des données de la paye et doublés par des signalements d'événements, le cas échéant, en fonction des événements liés à la vie du salarié dans l'entreprise. On parle d'une photographie instantanée de la situation de l'entreprise, utilisable en fait par environ 800 destinataires. Donc ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 procédures qui étaient auparavant effectuées dans les actes déclaratifs mensuels. Et ces 70 procédures déjà, en fait, vous en faites l'économie sans vous en rendre forcément compte maintenant parce qu'elles sont complètement intégrées dans la DSN du fait du côté itératif et du fait d'embarquer toutes ces données mois après mois. Et on s'appuie sur le concept, comme on le dit depuis 2013, hein, dites-le nous une fois. Le principe, c'est de ne pas vous redemander les éléments, de ne pas reproduire des éléments. C'est à nous, organismes de protection sociale, d'aller chercher les données par rapport à ce que vous nous envoyez, et non pas vous de vous mettre en conformité par rapport à nos attendus. Le principe, c'est l'envoi de la DSN avec un stockage de données au niveau de la CNAV. Et après, les différents organismes de protection sociale se retrouvent destinataires des données qui leur sont nécessaires dans le cadre de traitement. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre d'une attestation de salaire qui doit être traitée par un technicien en caisse primaire d'assurance maladie, les données sont directement descendues de la part de la CNAV, ce qui nous permet en fait de reconstituer une attestation de salaire en toute transparence. Donc, pour le technicien et après pour l'entreprise. La seule chose à savoir, c'est qu'effectivement, en termes de sécurité, nous n'avons pas, par exemple, en caisse primaire, accès aux données du prélèvement à la source, aux données qui intéressent l'URSSAF ou la CARSAT. On ne reste que en silo, juste sur des données sécurisées pour pouvoir justement payer et indemniser le plus juste possible. Donc là, le petit côté rigolo, on est plutôt sur un déroulement avec le parallèle, si on prend les éditeurs de logiciels, donc qui est quand même au démarrage, on a besoin d'un bon logiciel de paye pour pouvoir déclarer. Donc on va l'assimiler dans le domaine du sport à un équipementier. Donc le collectif du JPMDS et des comités régionaux ainsi que des organismes de protection sociale qui sont à votre disposition sur le territoire. Là, on va être plus sur de l'accompagnement, du coaching. Et puis après, vous voyez, on a la DSN, finalement, c'est l'outil qui va servir à transmettre les données. Là, en l'occurrence, ça pourrait être un ballon, une balle ou autre. Le système DSN, c'est le but attendu. Les joueurs, tout simplement les déclarants et puis donc administrateurs déclarants d'entreprise. Et on parle aussi bien des employeurs que des tiers déclarants, tiers de confiance. Et puis les organismes de protection sociale restent, on est dans un cadre quand même bienveillant dans le terme d'accompagnement, et il y a un arbitrage qui est effectué, et donc dans ce cadre-là, on le verra avec des comptes rendus métiers par exemple, l'arbitre va justement annoncer qu'à un moment donné, les données sont correctes, on a l'attendu ou pas, et si les données ne sont pas correctes, à ce moment-là, on a des consignes pour retransmettre les bonnes données à l'échéance attendue. Donc, pour comprendre les règles, sans rentrer dans le détail, on a effectivement, vous le verrez, différents cadres qui vont apparaître avec soit des fiches explicatives liées en fait à différentes thématiques. Là, par exemple, les règles, vous les retrouvez sur la base de connaissances. Vous pouvez aussi les retrouver sur dsn-info.fr. Le but, c'est de vous simplifier la vie. Là, on le voit sur un éclaté en fait par rapport à un taux de prélèvement à la source, avec des éléments qui reprennent en fait l'identifiant, les libellés, la description, les éléments de contrôle. Là, on est sur du S21G00-50006 avec des montants de prélèvement à la source, la longueur de la donnée, tout ce qui est énuméré, le format de la donnée et la nature de la donnée.
Tout ça, c'est en fait les éléments, le rendu que vous pouvez avoir et tout le cahier des charges embarqué au niveau de la DSN. Donc là, c'est un exemple, et vous l'avez en fait pour tous les éléments qui vont être déclarés en DSN. Là-dessus, les organismes de protection sociale peuvent vous accompagner, mais il faut savoir aussi que l'éditeur de logiciels, donc votre prestataire de service, c'est votre principale source d'information et qui doit justement vous apporter des éléments d'information et de réponse par rapport à l'ensemble de ces règles en termes de gestion. Alors après, on parle de différents types de joueurs. Effectivement, on a l'établissement qui emploie des individus. Donc aujourd'hui, on parle de 2 millions de pratiquants. En fait, en toute franchise, on est plutôt sur 2,4 millions de déclarations qui sont embarquées dans la DSN. Si je vous dis pas de bêtises, 2,4 millions. Et ensuite, ça embarque 28 millions d'individus chaque mois. Pour dire que la DSN, donc que ce soit dans le secteur privé public, embarque l'ensemble en fait des salariés qui sont identifiés en termes d'individus dans la DSN. Donc le déclarant, c'est celui qui va déposer la DSN. Donc ça peut très bien être l'administrateur qui a les profils déclaratifs, et ça peut être aussi un déclarant qui a un profil de déclaration sur la DSN et éventuellement sur d'autres types de déclarations comme l'attestation de salaire, la déclaration d'accident du travail par exemple, dont on pourra parler plus tard. L'émetteur, en fait, c'est une notion purement technique qui désigne en finalité le principe des éléments qui vont partir en machine to machine de votre poste de travail à travers votre logiciel de paye directement dans les bases d'information des différents organismes de protection sociale. Alors avec la loi Pacte de 2018, le principe de mandat implicite précise la gestion nette entreprise. En fait, tout est lié directement à l'acte de paye. Ça, c'est la première chose à retenir, hein, on en parlait tout à l'heure. Tout est vraiment issu de la paye. Ça relève naturellement des mêmes acteurs que ceux qui opèrent sur toute cette sphère-là. Et on n'a pas d'habilitation spécifique à demander. Pour autant, le service il peut être lié à la paye, mais il peut être aussi opéré par d'autres acteurs. Je prends le cas échéant, vous pouvez passer par un tiers déclarant qui, lui, en fait, va gérer une partie. Pour le coup, vous allez devoir expliquer sur quelle SIRET vous souhaitez opérer et laisser la main, en fait, à votre tiers de confiance. Donc ça, c'est le deuxième élément en termes de mandat implicite qui pourrait se présenter. Et ensuite, il est possible que le service requiert une habilitation particulière. Et là, pour le coup, le mandat implicite, il prend toute sa force. Et cela est permis depuis la loi Pacte de 2018. Alors, l'idéal. Donc là, si on est sur le fait de prendre sa licence, c'est tout simplement de s'inscrire, en fait, et de pouvoir dégager et déclarer en DSN. On va parler, donc là on parle d'un président de club, on va plutôt être sur, nous on va parler d'administrateur dans le cadre de Net Entreprise. Donc l'important c'est de bien identifier un ou des administrateurs, d'être bien inscrit sur la page Net Entreprise, on va le voir un petit peu plus loin, et derrière cet administrateur-là, en fait, il va pouvoir désigner des déclarants pour officier soit sur la DSN, soit sur d'autres formalités déclaratives. Donc le principe validation de la charte DSN comme pour tout administrateur. Les joueurs, donc là c'est vraiment le déclarant pour le coup, il va être habilité en fonction des besoins et des droits qui vont lui être attribués. Je voulais juste rappeler au niveau du rôle de l'administrateur, donc il s'inscrit sur les déclarations des services proposés par le portail des entreprises.
Il peut s'inscrire ou supprimer des déclarants. Il peut gérer les habilitations, créer des portefeuilles, parce qu'on s'aperçoit que sur certaines structures, de toute façon, on peut avoir plusieurs SIRET à gérer. Ça peut notamment, on a le cas au niveau des cabinets d'experts comptables, des tiers déclarants. Là, on travaille par portefeuille, c'est-à-dire qu'on va gérer une multitude de SIRET. On peut activer aussi d'autres administrateurs qui sont en attente d'inscription, générer aussi des nouveaux mots de passe pour un déclarant. On peut modifier les adresses mail qu'on utilise au niveau des administrateurs ou des déclarants. Et puis surtout en DSN, on peut consulter tous les retours qui sont transmis par l'ensemble des différents acteurs. Donc ça, c'est le profil administrateur. Ensuite, on a le rôle du déclarant. Donc le déclarant, c'est un collaborateur qui, lui, il est habilité en fait par l'administrateur. Donc il va pouvoir déclarer et voire payer pour le compte d'une entreprise, donc d'un établissement, si on parle de SIRET. Alors seule la personne désignée par l'administrateur peut effectuer ou transmettre les déclarations ou accéder aux services sécurisés pour lesquels elles sont inscrites. Donc en DSN, le déclarant, il ne peut consulter que les retours sur ses dépôts, dans un principe de sécurisation toujours. Donc là, de la même façon, on reprend les éléments. Est-ce que l'entreprise, par exemple, elle est bien inscrite à Net Entreprise? Est-ce qu'elle peut jouer le jeu de la DSN? Du coup, si oui, bon, ben, j'ai effectivement un administrateur dans l'entreprise. Est-ce qu'il est bien identifié? Ben, si oui, à ce moment-là, le fait d'entrer sur le terrain, c'est le fait de pouvoir émettre sa DSN le 5 ou le 15 du mois. Et si c'est pas possible, à ce moment-là, ben, il va se désigner par cooptation ou par une clé qui va lui être attribuée, un déclarant ou voire coopter sur un autre administrateur. Si c'est pas le cas, ben là, par contre, il faut procéder à l'inscription auprès de Net Entreprise et il faut suivre le cercle vertueux en fait d'inscription avec la validation d'un déclarant pour pouvoir effectuer la DSN. Les connexions NetHub, bon, je vous parle de quelque chose que vous connaissez par cœur, hein, c'est SIRET, mon prénom et le mot de passe. Donc ça n'a pas changé depuis 2005. Donc là, sur ce qu'on appelle alors, vulgairement le tableau de marquage, c'est ni plus ni moins le tableau de bord. Donc là, on ne parle pas du tableau de bord en DSN, mais on a en fait les éléments qui sont à disposition sur le portail Net Entreprise pour la gestion en fait des profils de la part de l'administrateur en termes de déclaration et d'habilitation à mettre à disposition des différents intervenants dans l'entreprise qui vont procéder aux différentes déclarations. Avec les consultations et puis les demandes d'attente, par exemple, dont on a parlé au préalable. Donc c'est un espace qui lui est dédié et à partir de là, l'administrateur, il a accès à tous les outils de contrôle en DSN dont on parlera tout à l'heure, les différents référentiels, les outils de paramétrage, les solutions de paiement qui sont mises à disposition, des sites partenaires, et puis d'autres services qui continuent à se développer. Voilà. Alors, quand on cherche à identifier un administrateur, par exemple, en entreprise, vous avez en fait dans vos déclarations le principe de pouvoir retrouver un administrateur pour éventuellement valider les éléments qui le concernent pour pouvoir rendre opérationnel le fait de déclarer. Et si c'est pas le cas, pouvoir générer la création d'un autre administrateur pour pouvoir vous accompagner. De base, on est limité généralement à jusqu'à 3 administrateurs au niveau d'une entreprise. Sachez que de toute façon, c'est pas limité. On peut le déplafonner sur demande. Et là, on vous accompagne donc que ce soit sur notre territoire du Limousin, donc on le fait nous au niveau des différents organismes de protection sociaux, en se rapprochant du GIP directement. Et après, vous pouvez le faire directement en vous rapprochant du GIP MDS par le biais du portail Net Entreprise. Donc le fait de créer ou supprimer un collaborateur, donc là, et ce qu'il va falloir vraiment identifier, c'est derrière, vous avez en fait, à travers de la vie dans l'entreprise, j'en parlais tout à l'heure, le fait d'avoir des collaborateurs qui vont être amenés à déclarer sur certains types d'attestations de déclaration,
parce qu'ils vont être habilités là-dessus, et d'autres vont être habilités à déclarer sur d'autres profils. Donc là, vous avez la possibilité de faire du cousu humain et de créer ou supprimer un collaborateur. D'une part, le créer parce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans votre entreprise et qui va être amené, par exemple, à gérer la déclaration d'accident du travail. À ce moment-là, vous pouvez lui mettre une habilitation sur la déclaration d'accident du travail. Et si vous supprimez un collaborateur parce qu'il quitte l'entreprise, à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de conserver son historique, ses droits. Vous supprimez la personne. Par contre, vous pouvez faire un transfert d'habilitation sur la personne reprenant en fait son poste. Donc en fait, on a une sorte de tuilage avec un mode opérationnel clé en main pour la personne qui reprend la fonction. L'avantage, c'est de garder l'existant en changeant quand même l'identité de la personne par rapport au départ et à l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Donc là, vous avez en fait, dans la partie de gestion des déclarants, le fait de sortir un collaborateur en fait du portail, du rattachement en fait au côté administrateur de l'entreprise. Donc ça, tout simplement, vous allez aller chercher les éléments. Donc vous commencez par le SIRET de l'entreprise et après vous retrouvez en fait les personnes qui sont rattachées au SIRET et qui déclarent. Et une fois que vous identifiez le collaborateur qui doit être sorti en ayant au préalable bien veillé à transférer les droits, vous pouvez avec le petit onglet ici supprimer le collaborateur. Le but, on parlait de DSN avec des données justes, de qualité. Ça commence en fait par une bonne identification des gens dans la structure, dans l'entreprise qui vont justement déclarer l'aspect social mensuel. Et après, pour le nouveau collaborateur, la nouvelle collaboratrice, la gestion des déclarations, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors après, quand vous allez sur ce champ-là, vous avez en fait l'ensemble des déclarations qui vont être à disposition et vous pouvez, vous faites passer les déclarations qui vont être attachées au profil de cette nouvelle personne dans l'entreprise, tout simplement en les faisant glisser d'un cadre de droite à gauche ou en indiquant une coche en fait dans la bonne case. Donc la partie gérer les habitations, on vient d'en parler. Voilà, alors je vous parlais de cette gestion. Donc là, on va parler plutôt grosse structure. Pour autant, ça intéresse l'ensemble des structures sur les deux premières colonnes, vous allez le voir. L'arrivée d'un jour, on en a parlé. Quelles actions il va devoir effectuer? Donc ce nouveau déclarant, qu'est-ce qu'il va devoir effectuer pour être identifié? Qu'est-ce que je vais, moi, en qualité d'administrateur, lui laisser comme périmètre en termes de déclaration à effectuer? Et puis, est-ce qu'il s'agit du remplacement d'un collègue qui part, auquel cas on fait un transfert de droits, ou alors c'est vraiment une création, auquel cas on fait une création et on attribue des droits, on fait encore une fois du cousu humain. Le départ d'un collaborateur, donc l'accès à son compte, est-ce qu'il est bloqué ou pas? Est-ce que son périmètre doit être transféré sur la personne qui est censée reprendre? Et puis, les historiques ont-ils bien été enregistrés? Donc, j'attire votre attention sur le côté historique, notamment en DSN. Ne supprimez pas de compte administrateur sans être certain d'avoir tout sauvé en parallèle, parce qu'en fait, l'historisation de la DSN, elle est embarquée en fonction des profils et des habilitations qui ont été données en amont. Donc, il vaut mieux des fois garder un compte administrateur, même s'il n'est pas utilisé, parce que derrière, vous allez en fait avoir toute l'historisation de l'ensemble des DSN qui ont été produites pour l'entreprise. Et ensuite, l'ajout d'un SIRET, on en parlait sur les grosses structures ou les tiers déclarants, c'est pareil, on rajoute un SIRET et après, en fonction de ce SIRET, pour la personne qui va déclarer pour cet établissement, quelles déclarations vont être transmises, par quel déclarant, et puis est-ce qu'on doit rajouter d'autres SIRET dans le temps, et ça, c'est l'avis de l'entreprise qui fera que la possibilité d'ajouter ou de supprimer un SIRET sera toujours offerte. Alors, la vérification de l'équipement. Là, on est plutôt, à partir du moment où on a signé la charte DSN, on est plutôt côté éditeur. L'éditeur, il se met
il s'engage en fait à fournir un produit de qualité qui répond aux exigences, à la norme de la DSN, en respectant le cahier des charges qui a été défini. On parle d'un gage de qualité et de sécurité pour tous. Effectivement, on a le fond et la forme. Donc, chaque éditeur va interpréter, adapter le cahier des charges de la DSN qui est exigé, attendu. Pour autant, après, on s'en rend compte sur le terrain. Chaque entreprise se retrouve des fois avec des éditeurs avec des ergonomies complètement différentes les uns des autres, des options qui peuvent être à disposition de la part d'un éditeur qui ne seront pas forcément à disposition sur un autre profil. Voilà, en fait, on a un maillage qui est assez large et profond, une fois de plus. Un peu plus de 250 logiciels de paye à disposition. Et on a encore une segmentation par rapport au fait que ce soit des logiciels sur des petites, de la TPE, PME ou sur la grande entreprise, d'autres types de logiciels pour des tiers déclarants, et on a encore des logiciels différents pour le régime agricole, et y compris des logiciels qui vont être adaptés en fait après par rapport à la taille des structures. Donc tous les équipements, en tout cas, l'attendu, c'est d'avoir une DSN de qualité qui puisse être produite par rapport à la norme en vigueur et les attendus. On abordera le cas des comptes rendus métiers un petit peu plus tard. Le point de vigilance, votre éditeur de logiciel, c'est votre prestataire, vous êtes client, donc il a un devoir en fait de mise à jour des données, puisque vous payez une prestation par rapport à ça, mais aussi il a un devoir d'information par rapport aux évolutions. Et actuellement, il y a des évolutions par rapport au compte rendu métier dans la DSN. Je pense notamment versant URSSAF, il y a beaucoup de choses qui se font. On se retrouve avec des entreprises ou des tiers déclarants qui ne vont pas forcément... Enfin, ils vont recevoir l'information comme quoi il y a un compte rendu métier avec des informations et des signalements avec des anomalies par exemple, mais si on n'a pas la boîte à outils pour pouvoir en fait corriger les éléments liés à ce compte rendu métier négatif, on va pas pouvoir le faire. Donc pour le coup, on va embarquer des données erronées, et ce qu'il faut savoir, c'est que les éditeurs vous proposent des formations. Alors c'est à but lucratif, on est d'accord, toujours, mais ces formations, moi je vous invite à les suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un phénomène d'obsolescence qui est quand même assez prononcé à partir du moment où le temps avance. Et on le voit là je vous parle des comptes rendus métiers, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a d'autres éléments dans la DSN qui évoluent, et l'éditeur, il va pas forcément, votre prestataire va pas forcément revenir vers vous chaque mois pour vous dire attention, il y a ça qui évolue, il y a ça qui change. Je vous invite aussi à aller sur leur portail fréquemment. Prenez cette gymnastique mensuelle, je dirais, d'aller sur leur site pour voir s'il y a de l'information par rapport à des nouvelles formations proposées ou des évolutions réglementaires dans la DSN. Vous les retrouvez, si vous voulez, sur le portail Net Entreprise, mais le doubler et le sécuriser avec votre partenaire, on va dire, votre prestataire de confiance, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Alors on parle des éléments à considérer pour contrôler l'ensemble de l'équipement. Donc ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les états de contrôle réalisés par le logiciel. Qu'est-ce qui permet des contrôles avant d'envoyer par exemple la DSN, on va le voir. Ça c'est le côté amont. En aval, donc une fois que c'est parti, quels sont les mécanismes présents qui permettent de faciliter l'exploitation en fait des données. Les fonctionnalités mises en place, alors au-delà de la DSN mensuelle, est-ce que l'équipement permet de réaliser des signalements d'événements? On parlait tout à l'heure, par exemple, pour de la maladie, c'est quand même beaucoup plus confortable, et je vous invite à le faire, de faire un signalement d'événement en DSN pour générer une attestation de salaire, plutôt que de continuer à aller sur le portail Net Entreprise, comme c'est proposé, où là, vous allez vous retrouver sur des formulaires, en fait, en page à page. Vous allez avoir 8 étapes à franchir. Une attestation de salaire, c'est entre 10 et 20 minutes, ça dépend du temps, surtout s'il y a du temps partiel thérapeutique, on est vite sur les 20 minutes. Là, en DSN, vous renseignez la date d'arrêt, est-ce qu'il y a de la subrogation, une date de reprise éventuelle, vous cliquez, c'est parti. C'est-à-dire qu'après, on va aller chercher l'ensemble des éléments dans la DSN et dans l'historique.
Ensuite, les évolutions mises en place par votre prestataire de logiciel, à quel rythme il peut mettre à disposition les nouvelles règles d'implémentation, tout ce qui est changement de code, par exemple, tout ce que code CTP, les taux de cotisation, tout ça, c'est à l'éditeur de logiciel de bien veiller à mettre à jour le logiciel pour vous permettre de continuer à déclarer sans vous préoccuper en fait de tout ce qui va être embarqué en termes de données. Voilà, alors après, les éléments, encore une fois, à contrôler par rapport à votre logiciel, l'accompagnement fourni, vous pouvez avoir des formations qui sont proposées. Je dirais qu'à un moment donné, c'est un petit peu comme le marché automobile, hein, c'est assez large et profond, mais c'est vrai que il y a quand même un juste prix, il y a une valeur de marché médiante sur laquelle il faut quand même consacrer un budget pour avoir un logiciel de qualité qui vous permette en fait d'avoir un suivi, une prise en main rapide en termes de prestations quand vous avez un souci, une panne. Bien faire attention en fait avec qui vous vous engagez. Par rapport en fait à l'aspect déclaratif, il y a des évolutions dans la DSN. Là, c'est bien précisé en fait à ce prestataire-là que vous l'attendu, c'est du clé en main. Vous n'avez pas à vous soucier de ce qui se passe. Ça va être transparent pour vous. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir de l'information. Donc, avant de signer un contrat avec un éditeur de logiciel, bien veiller à ce que lui s'engage à vous fournir un maximum d'éléments, de l'accompagnement, de la formation, et puis faire quelques alertes le cas échéant en fonction de l'actualité qui peut se présenter dans l'année. Alors, je crois qu'il y a une question. Vous ne voyez pas l'onglet Apps. Alors, il est en bas à droite entre quitter et sondage. Et ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer le support en parallèle, on a vos coordonnées effectivement. Alors oui, vous avez tout à fait compris, Madame Brigitte Panizza. Effectivement, si vous déclarez les arrêts maladie directement en DSN, terminez l'attestation de salaire bien-être entreprise, hormis le temps partiel thérapeutique qui, pour l'instant, nécessite en fait une amorce dans la DSN, mais vous invite pour l'instant jusqu'à probablement la fin de l'année prochaine à doubler avec une attestation de salaire bien-être entreprise. C'est la seule exception. Pour tout le reste, vous pouvez directement déclarer en DSN et ça, je vous invite fortement à le faire. Alors, pour répondre à la question de Madame Cécile Dodon, donc vous avez repris une entreprise, vous avez vainement tenté de changer, créer le nom de l'administrateur. Très bien. Alors à ce moment-là, je vais laisser mon collègue Pierre Cotte. Tu vas prendre la main. Tu vas y répondre un petit peu plus tard. Autrement, vous me laissez vos coordonnées et on prend contact avec vous pour justement vous remettre ça en ligne correctement. Sinon, si juste pour répondre, bonjour à toutes et à tous, c'est pas faisable. On peut pas changer le nom directement du compte Net Entreprise. Ça, on peut changer l'adresse mail, mais pas le nom et le prénom de connexion. Donc nous, ce qu'on propose à la caisse primaire à Limoges, c'est soit de mettre un compte, par exemple, un autre compte administrateur, de recréer ce compte administrateur et de laisser celui-ci toujours actif par rapport à l'historique DSL, de surtout pas y toucher, ou sinon de créer par ce compte administrateur qui a le mauvais nom, un autre compte déclarant, où là le bon nom apparaîtrait. On a ces deux solutions-là que nous proposons. Merci Pierre. Alors reprenons le fil.
de notre déroulé. Alors, on va passer directement sur le terrain. Net entreprise, c'est le, alors on va appeler ça le terrain de jeu, mais on était parti d'un constat en amont, des parcours imprimés, une inadéquation entre les moments déclaratifs, la nécessité de réaliser différents types de déclarations, les étapes qui nécessitaient des différentes interventions de différentes personnes et on ne pouvait pas automatiser, des délais qui étaient trop longs. Aujourd'hui, en passant justement par la DSN avec Net Entreprise, on a un lieu unique, c'est un point d'entrée unique hein, pour vous permettre en fait non seulement de préparer votre DSN, de la tester et puis de la faire partir. Voilà. Le but, c'est de regrouper un maximum d'éléments pour permettre aux déclarants et aux administrateurs qui déclarent aussi au niveau des entreprises de remplir des obligations déclaratives en respectant les échéances hein, du 5 ou du 15. Donc là-dessus, on a tout l'aspect exercice déclaratif, tout ce qui est paramétrage, contrôle, les éléments liés au paiement, les outils connexes à disposition des déclarants, on le verra tout à l'heure, des simulateurs déclaratifs, et puis les portails à disposition des autres organismes de protection sociale. Donc là, le portail Net Entreprise, donc vous commencez à le connaître maintenant. Vous avez en fait la déclaration sociale nominative à gauche, les éléments liés à Passero hein, pour tout ce qui est passage pour les revenus autres. Mais après, vous avez en fait la possibilité de déclarer, par exemple, si on prend la DAT, donc la déclaration d'action du travail, en cliquant sur cet onglet-là, l'administrateur ou le déclarant ont accès à la déclaration d'action du travail, peuvent générer une déclaration qui va être en fait derrière transmise de façon dématérialisée, alors directement à la caisse primaire d'assurance maladie, avec en plus des éléments qui vont être transmis à la CARSAT, puisque derrière ça va impacter aussi le taux AT-MP. Donc, et il faut savoir qu'une déclaration d'action du travail, à partir du moment où il y a un accident, ça peut être grave et il peut y avoir derrière nécessité d'investiguer, d'enquêter. Et pour le coup, plus votre déclaration d'action du travail elle sera complète, plus les contrôleurs de sécurité qui interviennent en CARSAT ou l'agent enquêteur qui intervient en caisse primaire d'assurance maladie auront d'éléments suffisants en amont pour pouvoir investiguer, reconnaître un accident du travail. Et en tout cas, le temps qu'il y ait une reconnaissance, votre DAT elle est bien faite dans les 48 heures. C'est entièrement sécurisé, ça vaut un recommandé. Et de toute façon, ça permet aussi de commencer à payer au titre de la maladie en attendant la reconnaissance en accident du travail. Après, vous avez les autres types déclaratifs hein, qu'on retrouve ici. Donc la DPAE. La DPAE, important, parce que ça, c'est, je dirais qu'en termes d'amorce, c'est une des premières déclarations qui va être importante. Hein, là. Elle va générer en fait pour l'entreprise, mais aussi pour la personne qui rentre dans l'entreprise, c'est une déclaration de première embauche dans l'établissement, donc liée au SIRET directement. Donc on a l'immatriculation d'un salarié au régime général de la sécurité sociale qui va se faire. Cette demande d'immatriculation de l'employeur, elle va être automatique. Ça va générer une demande d'adhésion de l'employeur à un service de santé au travail. Et puis, ça va aussi permettre de procéder à une demande d'examen médical d'embauche du salarié. Et puis, surtout, derrière, on a la DADS. Tout va être embarqué et complètement imbriqué là-dedans. Donc la DPE, voilà, c'est un des éléments, je dirais, moteurs et c'est la première amorce pour avoir des qualités de données et tout de suite intégrer en fait le salarié dans l'entreprise et permettre derrière de pouvoir déclarer et informer non seulement le régime général, mais vous le verrez plus tard aussi les organismes complémentaires. Donc les déclarations congé spectacle, tout ce qui est BTP aussi, vous avez des accès à différents autres formulaires.
Donc là-dessus, en fait, en fonction de vos besoins et puis de vos particularités en termes d'entreprise, de métier, vous trouvez en fait ce qui est nécessaire pour vous en termes de déclaration liée à vos risques et à votre activité. Le menu personnalisé, surtout, c'est le tableau de bord net entreprise. Donc celui-là, je dirais, ça va être votre meilleur ami. Vous allez avoir un retour d'information par rapport à l'ensemble des DSN que vous allez émettre. Et j'ai aussi un retour d'information par rapport à l'ensemble des événements dans la DSN que vous allez émettre. Tous ces arrêts, par exemple, arrêt maladie, vous allez aussi avoir le visuel sur ce que vous avez transmis et surtout les retours d'information, est-ce que ça a été transmis correctement ou pas. Et si ça n'a pas été correctement transmis, le fait de bien vouloir les réémettre avec les bonnes informations. Des outils de contrôle et de paramétrage. Voilà. Donc là, on a les fiches de paramétrage des organismes complémentaires en DSN. Ce qui est important à savoir, c'est que derrière, on a surtout des outils de contrôle DSN-VAL et briques de contrôle DSN, donc qui vont vous permettre en fait de valider toutes les données et de permettre déjà une sécurisation des éléments. Ensuite, les accès contrôle SIRET DSN, l'outil de suivi donc du tableau de bord, on en a parlé tout à l'heure. Le bonus-malus, on reviendra derrière. L'outil de contrôle sur la DDS. La DSN FPOC, donc ça c'est pour les organismes complémentaires, c'est contrôler les données spécifiques aux organismes complémentaires, donc ils sont liés au contrat de prévoyance, au complémentaire santé ou à la retraite complémentaire. L'outil de contrôle Passereau-VAL, on retrouve la même chose que pour l'outil de contrôle DSN-VAL, mais pour les autres régimes. Et puis Topaz avec l'alerte par rapport à Topaz. Topaz va perdurer jusqu'au 31/12/2024 et sera ensuite complètement intégré à la DSN. Donc, par rapport à Topaz, vous avez une information sur Net Entreprise avec les fiches consignes, justement pour commencer à prendre le pli par rapport à ça et commencer à vous émanciper de Topaz si vous souhaitez. En tout cas, fin 2024, Topaz disparaîtra du paysage et donc vous serez amené à utiliser les nouvelles formalités déclaratives. L'attestation employeur, l'outil de contrôle à disposition, celui-ci va être fermé là au 31/12/2023. Donc les équipements liés au paiement, donc ça ce sont les modules complémentaires. Donc on a la partie mandat. Donc le module mandat, en fait, c'est la fonctionnalité qui est mise à disposition, qui permet en fait de traiter vos mandats pour la plupart des institutions de prévoyance et certaines mutuelles et assurances. Le télépaiement sur Net Entreprise et Cotizen, toujours à disposition. Alors d'autres outils connexes à disposition des déclarants. Le compte entreprise avec un service, un nouveau téléservice qu'on appelle le dépôt de pièces justificatives, qui vient juste d'être mis à disposition cette année. Vous retrouvez à travers ce compte entreprise donc le dépôt de PJ. Vous retrouverez également le compte ATMP qui va être intégré dans ce compte entreprise. Si vous voulez effectuer une déclaration d'accident du travail depuis le 26 juin dernier, de toute façon, vous devez passer par le compte entreprise. Et ensuite, on a les différents. Hop là, je vais demander un peu l'image parce que je ne vois pas trop. Ok. Après, vous avez accès aux autres types de déclarations, notamment un bouquet dédié à la MSA. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du temps partiel thérapeutique qui ne fonctionnait pas pour l'instant pour le régime général. Pour autant, il fonctionne bien en MSA, ce qui est de bon augure et qui présage en fait une mise à disposition dans les délais que je vous ai annoncés au préalable. Alors, le bonus-malus. Donc, vous avez un simulateur bonus-malus qui permet aux entreprises qui sont éligibles de simuler en fait leur prochain taux de contribution à partir des données calculées pour la modulation 2022. Le simulateur, il vous indique donc le taux estimé
de séparation de votre entreprise rapporté ensuite au taux de séparation de votre secteur d'activité. Tout ça pour aboutir en fait à un taux de contribution. Donc le taux, c'est un pronostic, hein, donc c'est pas à prendre au senso. Ça garantit pas le taux de contribution définitif. Pour autant, ça vous donne déjà une indication de ce sur quoi ça va tendre. Donc là, au niveau des portails des membres qui sont partenaires, donc vous retrouvez le portail de l'URSSAF. Vous retrouvez le portail PEPS, hein, cette plateforme employeur public qui est dédiée. Le portail de nos partenaires, donc des experts comptables, de l'ordre des experts comptables. Et puis le portail du régime agricole dont on parlait juste avant, qui reste complètement disponible et accessible. Alors un point sur Soltea, donc cette taxe d'apprentissage. Donc la plateforme du solde de la taxe d'apprentissage qui a été mise en place. Donc l'aspect déclaratif cette année, vous l'avez vu, avait été prolongé hein, jusqu'au mois de novembre. Voilà, le principe c'était au titre de l'obligation de financement de la formation. Soltea permet en fait à chaque entreprise de financer des entreprises, des SIRET qui forment des individus qui lui sont rattachés et qui jouent dans la même division, en fait, qui font partie de l'entreprise. Il y a une procédure d'habilitation pour les grosses entreprises qui est à disposition sur le support. Je vous laisserai cliquer sur le lien qui est à disposition. Et vous avez ici, par rapport au solde, en fait, également un lien qui vous permettra d'accéder à la fiche pratique. Donc les trois grands points, le calcul du montant dû au titre de la masse salariale de l'année passée. Ensuite, la déclaration et le paiement des montants dus à l'URSSAF ou à la MSA via la DSN d'avril de l'année en cours et la préparation vers les établissements concernés via la plateforme Soltea. Donc de fin mai à juin jusqu'à septembre, octobre, sachant que la déclaration s'est effectuée encore une fois jusqu'en novembre cette année. Alors, là, on va arriver sur le compte entreprise. Donc, l'assurance maladie vous met à disposition le compte entreprise depuis cette année. Et je vais en profiter pour laisser la main à mon collègue Pierre Cotte pour vous parler du compte entreprise rapidement. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, le compte entreprise, pour faire assez simple, c'est le portail unique qui va remplacer toutes les petites déclarations sur votre page d'accueil Net Entreprise pour l'assurance maladie. C'est là où vous allez trouver donc la déclaration d'accident de travail, l'attestation de salaire, les bordereaux de paiement indemnité journalière dans le cas de la subrogation. Vous allez aussi trouver le compte ATMP et vous allez retrouver le nouveau service de dépôt de pièces justificatives et pour le congé paternité pour déclarer les périodes de fractionnement pour ceux qui ne font pas d'événement DSN. Donc bien penser que ça va être la porte unique de l'entrée à tous les téléservices assurance maladie. Donc là sur la slide que vous avez là, vous avez un exemple. Quand vous avez donc accédé au compte entreprise avec la page d'accueil sur lequel on voit sur la partie gauche pour la déclaration d'accident de travail, la saisie d'attestation de salaire, les bordereaux, gérer les justificatifs d'indemnité journalière et le compte ATMP. Et au milieu, vous avez des petits raccourcis directement qui apparaissent quand vous avez saisi l'établissement. L'avantage de ce téléservice pour le compte entreprise, c'est qu'il permet notamment le dépôt de pièces justificatives, comme je disais, parce que les adresses mail du type dsn.assurance maladie ou DSIJ disparaissent. Et donc, quand on a besoin de bulletins de salaire, de l'extrait de date de naissance, par exemple pour la paternité, il suffit d'aller dans le téléservice compte entreprise, déposer vos justificatifs d'indemnité journalière, vous indiquez le numéro de sécurité sociale, vous indiquez la nature de l'absence et vous téléchargez vos pièces. Donc bien penser qu'à terme, ça c'est la grosse nouveauté de 2023 assurance maladie, et à terme, vous n'aurez plus les petites vignettes type DAT, compte ATMP disponibles dessus. À terme, ça sera vraiment la porte unique d'entrée au téléservice. Donc on a des questions, c'est ça qui arrive? Oui, on a des questions. Je vais te laisser les regarder en parallèle.
Bonjour, la DSN arrêt de travail fonctionne bien pour le temps partiel thérapeutique. Alors, non, vous faites une attestation de salaire sur Net Entreprise pour le moment pour le régime général. Pour le régime agricole, ça fonctionne. Pour le régime général, vous faites une attestation de salaire via Net Entreprise. Alors, l'ensemble des outils, oui, ils sont disponibles pour une entreprise régime MSA. Il n'y a pas de problème. Quand vous allez en fait sur le portail de la MSA, vous avez le reflet exact de ce qu'on a à disposition pour le régime général. Alors, une question de William Richard. Bonjour, je reviens sur la DSN événementielle arrêt maladie. Lorsqu'il y a une prolongation, faut-il juste changer la date dans le logiciel de paye ou générer une nouvelle DSN événementielle? Non, juste changer la date dans le logiciel de paye. Normalement, ça n'a pas besoin de générer une nouvelle DSN événementielle, vu que c'est une prolongation, tant qu'il n'y a pas de reprise de travail. Si c'est dans le même motif, si c'est de la maladie, par exemple, et que c'est prolongé, vous faites juste le changement de date de reprise dans votre logiciel. Alors, une question de Sylvie Moncou. Alors, j'ai constaté que la DSN événementielle pour arrêt maladie ne fonctionne pas si l'agent n'a pas 3 mois de présence. C'est par rapport à l'historique DSN, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'historique en termes de salaire pour reconstituer une attestation. Mais il me semble que normalement, ça doit aussi faire les salaires rétablis. Ça, il faudra qu'on revienne vers vous, Madame Morico, qu'on regarde ensemble. Mais sinon, c'est pas illogique que ça fasse ça, en tout cas. Alors, l'arrêt maladie, pour répondre à Honorine Chouanier, je reviens sur l'arrêt maladie, c'est bien une DSN événement. Il ne faut pas attendre la DSN mensuelle, c'est bien ça, absolument. En fait, si vous ne pratiquez pas la subrogation au niveau de l'entreprise, vous avez 5 jours pour déclarer l'arrêt maladie. Et là, vous faites un événement dans la DSN, donc qui est annexe à la DSN événementielle, c'est complètement décorrélé. Et si vous pratiquez les subrogations, vous pouvez en fait procéder à cette attestation de salaire immédiatement ou attendre la fin du mois. Mais en tout cas, vous avez un peu plus de latitude que si vous n'êtes pas en subrogation. Oui, ça, pas de subrogation DSN événementielle obligatoire. Subrogation, vous pouvez attendre la DSN mensuelle, mais après, attention, ça dépend des délais des différentes caisses ou autres. Donc ça, après, il n'y a pas d'obligation, on va dire, sur ça. Mais la seule obligation vraiment en tant qu'employeur, c'est qu'à partir du moment où vous ne faites pas de subrogation, vous avez ce délai légal de nous faire parvenir une attestation de salaire en DSN événementielle de préférence. Et précision importante, j'en profite, l'avantage d'une DSN événementielle dans le cadre d'un accident de travail génère automatiquement 2 attestations côté caisse primaire, une attestation maladie et une attestation AT, ce qui a pour avantage pour nous et pour le salarié d'avoir au minimum un paiement en maladie le temps de l'instruction d'un dossier d'accident de travail. Quand c'est des dossiers compliqués, qui a besoin d'instructions complémentaires ou autres, plutôt que ne pas avoir d'indemnisation, de début d'indemnisation, on indemnise en maladie, et ça grâce au signalement d'ASN qui nous fournit une attestation maladie. Et après, quand l'accident de travail est reconnu, il y a une régularisation qui se fait. Alors ensuite, il y a une question, est-ce que nous pouvons utiliser un seul email pour 2 administrateurs? Alors, techniquement, oui. Après, attention, c'est peut-être pas le bon choix. Oui, parce qu'il peut y avoir les comptes rendus, il peut y avoir les demandes de cooptation, les suivis. Donc, attention, surtout si c'est un mail, par exemple, nominatif d'une personne bien particulière. Attention si cette personne vient à quitter l'entreprise ou autre, qu'il n'y ait pas une perte d'informations et que ça soit très compliqué après pour retrouver le compte. Donc c'est pas bloquant, mais en pratique c'est pas génial. Madame Dodon, vous précisez, j'avais contacté le support par mail, mais ça n'a pas aidé. Ce qui serait intéressant, c'est de nous laisser vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous aider là-dessus. N'hésitez pas.
pour répondre à Madame Anneberg, en charge de la paye là depuis août 2023, les démarches à faire en cette fin d'année, rien de particulier. À partir du moment où votre DSN elle est mensuelle, tout est embarqué automatiquement. Les événements de la vie de vos salariés, ils sont inscrits en fait mensuellement en fonction de ce qui peut arriver. Là, ce sont les seuls éléments à déclarer. Et après, peut-être sur le TA qui était à déclarer, mais ça s'arrête là. Après, vous n'avez pas à vous mettre la rate au courbouillon, je dirais, par rapport à d'autres démarches éventuelles. La seule chose, c'est le net social, la grosse nouveauté en paye, donc à voir après avec votre logiciel. Ah, alors, là, je viens de parler vous venez de parler de ça. Notre problème, c'est que nous passons par un chef de paye en interne par rapport à l'année précédente et notre compte n'est plus le même. Donc, ne marche pas. Donc, ça, normalement, c'est à votre éditeur de logiciel qui doit faire le nécessaire pour récupérer l'historisation de l'ancien et de vous remettre les bons codes contrats pour que vous puissiez avoir, pour que le DSN remarche, notamment événementiel. C'est ce que je précisais tout à l'heure par rapport au logiciel. On répond à la question de Randy Denmark. Demchak, excusez-moi si j'écorche le nom. Pour le coup, là, c'est vraiment à votre éditeur de faire le nécessaire pour récupérer cette historique et raccrocher les bons éléments. C'est pas à vous et nous, on ne pourra pas le faire de notre côté. En tout cas, ça c'est sûr. On a répondu. D'accord. Non, c'est plus haut maintenant. Eh bien, écoutez, on va poursuivre le déroulé à ce moment-là. Oui, absolument, Madame Fialip. Par rapport aux collectivités, les déclarations d'accident du travail en DSN, ça concerne uniquement effectivement les agents IRCANTEC, je vous le confirme. On a une question sur le compte entreprise. Alors, question de Monsieur William Richard. Compte entreprise, pour le moment, j'ai les vignettes compte ATMP, donc accident du travail, maladie professionnelle, déclaration du travail. Comment trouver ou créer le compte entreprise? C'est dans la gestion, donc il faut être administrateur du compte net entreprise. Et dans gérer les déclarations, il faut ajouter le compte entreprise en déclaration. Et s'il y a des déclarants, en plus sur le compte, bien aussi leur mettre les habilitations. Et pareil, si vous avez plusieurs SIRET, bien mettre les habilitations par SIRET. Mais la première étape, c'est d'ajouter cette déclaration comme toute autre déclaration net entreprise. En fait, le principe du compte entreprise, la subtilité, c'est qu'effectivement, il est annoncé comme si c'était une déclaration, comme une attestation de salaire, donc des SIJ, comme DAT. Sauf que lui, derrière, il va embarquer en fait tout ce qui va concerner les caisses primaires d'assurance maladie et les CARSAT. Allez, je reprends le fil. Hop, voilà. Tac, et c'est reparti. Donc là, on a parlé du compte entreprise. Maintenant, on va parler un peu plus fiabilisation de données avec les 5 leviers, hein, la conception de la norme DSN, les contrôles de la norme. Donc, à partir du moment où on est sur l'émission de la DSN, la vérification de la bonne implémentation dans les logiciels de paye. Donc, sur ces 3 premiers points, on est sur un périmètre collectif. Par contre, sur les points 4 et 5, donc les contrôles métiers réalisés à réception des données DSN, donc ce qu'on appelle les CRM, et les campagnes de fiabilisation menées par les organismes de protection sociaux, voilà, on est sur un périmètre organisme métier. Alors, hop.
Donc, à disposition en fait des déclarants, ce qu'il nous faut en priorité, on parlait de données de qualité. Donc, les données, on a des données identifiantes. Donc, l'établissement, donc c'est un SIRET, et on a un individu qui va être attaché à cet établissement. Les données financières, donc agrégées, nominatives. Ensuite, à la maille agrégée, elles sont calculées au niveau de l'établissement lui-même. Et à la maille nominative, là, on parle vraiment de l'individu. C'est rattaché directement à la personne liée à son compte. Ensuite, on a des données relatives au dépôt. Donc, ces données, c'est le logiciel que vous allez utiliser. Les données relatives au déclarant, c'est la personne qui va déposer, qui va être identifiée en tant que déclarant. Les données relatives à l'entreprise, là encore une fois, on a le rattachement établissement, donc SIRET. Les données identité de l'individu, les montants de revenus d'activité, donc brut et net, les montants de revenus de remplacement, la retraite, le chômage, les indemnités journalières en maladie, etc., etc. Les montants de cotisation et contributions, donc par patronat et salarial, les caractéristiques du contrat de travail, les données des arrêts de travail. À partir du moment où on a tous ces éléments-là, on peut commencer à produire de la DSN. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser le service DSN Contrôle SIRET qui est à disposition des entreprises, qui vous permet de contrôler déjà, donc la fiche, elle est en lien directement, qui vous permet de contrôler que le SIRET est bien identifié et que vous pouvez déclarer. Utilisez le bon NIR, le bon numéro d'immatriculation sociale, et le contrôler. C'est important parce que pourquoi? Il faut vérifier auprès de vos salariés. Les NIR qui sont en anomalie, alors ces derniers, ils doivent réaliser des démarches nécessaires directement auprès de la CPAM et de vous informer des suites pour pouvoir en fait utiliser un numéro de sécurité sociale qui soit conforme aux attendus de la DSN. Et le contrôle de fichiers, vous avez différents outils donc qui sont disponibles sur le portail Net Entreprise pour contrôler vos fichiers. On a DSN Val pour tester la qualité de la DSN et corriger les blocages qui peuvent être éventuels. On a le DSN FPOC dont on a parlé tout à l'heure, qui est lié en fait aux organismes complémentaires. Donc ceux-là, vous pouvez les utiliser en termes d'outils pour contrôler vos fichiers. Donc si on fait le focus sur ce qu'on vient de voir, donc DSN Contrôle SIRET, donc ça vous peut permettre en fait aux déclarants de l'entreprise de vérifier la liste des SIRET non reconnus éventuellement dans le système DSN et pour le coup les corriger. L'état de nomenclature, donc là-dedans vous allez avoir toutes les codifications, les mises à jour et la possibilité de télécharger les taux. Donc ça c'est vraiment l'endroit unique, vous le retrouvez notamment lié au tableau de bord. Le tableau de bord Net Entreprise en DSN, une vue d'ensemble des DSN mensuels. Je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'incontournable. Vous avez les points d'entrée et de sortie de l'aspect déclaratif, que ce soit la mensuelle en termes de DSN ou les événements liés à la vie de vos salariés dans l'entreprise. DSN Val, pour validation, permet de contrôler et fiabiliser les fichiers DSN. Alors c'est gratuit, c'est local, et vous avez en fait en parallèle DSN FPOC pour les organismes complémentaires du même acabit pour transmettre directement des données de qualité. Alors, la déclaration. Donc, on amorce avec l'ADV, donc l'amorçage des données variables. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on a la Direction générale des finances publiques, les organismes complémentaires et la MSA, en qualité d'organismes complémentaires, qui sont destinataires des données, avec la récupération, par exemple, du prélèvement à la source. On a besoin du taux. Ça, c'est la préparation. Après, à partir du moment où on va transmettre la DSN, elle est mensuelle, dématérialisée, et je vous le disais, elle est complètement issue des données de la paye. Donc, c'est le prolongement naturel des informations qui figurent dans les bulletins de paye de chacun des salariés de l'entreprise. Donc, la transmission le 5 ou le 15 du mois, ça va embarquer l'ensemble des employés de la structure. Et puis, en parallèle, vous avez des arrêts de travail qui vont être matérialisés par des événements dans la DSN, donc avec des destinataires comme par exemple la caisse primaire ou la MSA, selon la nature de l'entreprise. En tout cas, un événement dans la DSN, nous on a l'information, ça nous permet de traiter, d'indemniser. Il y a la possibilité aussi en cas de reprise de travail,
si la reprise de travail se fait à la date qui avait été renseignée dans la DSN précédente, il n'y a rien à faire. Par contre, si le salarié fait une reprise anticipée, à ce moment-là, on vous demandera de faire une attestation de salaire, donc une DSN, un événement dans la DSN pour cette reprise anticipée. Donc, c'est le seul cas de figure. Ensuite, le FCTU, donc le fin de contrat de travail unique, avec pour destinataire donc Pôle emploi, l'ADARES et les organismes complémentaires. Derrière, vous avez les notifications sur les comptes actions du travail, maladie professionnelle et les éléments liés au bonus-malus que nous avons vu tout à l'heure. Et ensuite, les signalements d'événements transmis au fil de l'eau. Là, on a tous les comptes rendus métiers qui vont venir agréger en fait le tableau de bord avec des voyants au vert si tout est bien passé et au rouge si tant est qu'il y a des corrections à apporter. Alors, le SADV, donc c'est signalement d'amorçage des données variables. On en a parlé juste avant. C'est le principe de préparer. En fait, ce signalement, il permet de récupérer le taux du PAS, du prélèvement à la source, de manière dynamique, d'initialiser le processus d'affiliation ou de modifier les paramètres pour les contrats des organismes complémentaires, d'obtenir en anticipation ce qu'on appelle le BIS, c'est le bilan d'identification du salarié. Donc le BIS, c'est pareil, hyper important en termes de données qualitatives pour alimenter vos DSN. C'est un outil indispensable. Ensuite, la possibilité de récupérer le numéro de contrat de travail précédemment déclaré pour assurer en fait ce qu'on appelle un chaînage correct lors d'une mutation, d'un changement de tiers déclarant ou un changement de logiciel déclaratif. Alors, on a ce qu'on appelle, là on rigole avec des cartons rouges, des cartons jaunes. Pour autant, nous on va plus parler de compte rendu métier avec soit on a de l'info, soit on a une alerte. Quand on a de l'information, c'est plutôt du jaune. Ça veut dire que attention, les comptes rendus métiers, ils vont répondre aux demandes, mais pas forcément. Mais attention à ce qu'il va y avoir derrière. Carton rouge, là c'est clair, compte rendu métier en rouge, ça va vous préciser que les éléments dans la DSN sont rejetés. Donc ça va nécessiter en fait de renvoyer les éléments avec les bonnes données attendues. Donc la DSN, elle est réputée transmise à partir du moment où vous n'avez pas de CRM rouge. Même si vous avez des cartons jaunes, donc des CRM qui peuvent être attribués ultérieurement, qui vont juste embarquer de l'information. Après, la vérification, elle est liée à l'enchaînement des rubriques et de la structure du message pour être sûr que la conformité est au rendez-vous du modèle du message et de l'attendu. Sur les contrôles du SIRET, là, de toute façon, c'est la vérification avec les outils qui ont été mis à disposition dont on a parlé au préalable. Alors, ensuite, le montant net social. Donc le montant net social, il correspond au revenu que les bénéficiaires du RSA, donc du revenu de solidarité active, ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. Donc l'objectif, comme c'est écrit, donc simplifier les démarches des bénéficiaires et faciliter le remplissage des déclarations de ressources, le tout transmis par les employeurs, donc aux organismes, via la DSN et communiqué aux salariés via leur bulletin de paye. Donc, on nous précise que la rémunération brute versée par un employeur, à laquelle on retire les cotisations et contributions sociales salariales obligatoires, et derrière, on additionne la contribution de l'employeur au financement de la protection sociale supplémentaire facultative. On atteint donc ce montant net social. Hop là. Donc là, on est plus à la maille bulletin de paye. Donc, le montant net social, quand on regarde donc le but facilité, le calcul à faire pour l'allocataire, réduire le non-recours aux prestations et faciliter l'accès aux droits. Pourquoi? Parce que effectivement, comme la slide précédente le précisait, 34% des ayants droit n'en bénéficient pas. En troisième point, réduire les risques d'erreur dans les déclarations et éviter les régularisations.
et finalement préparer progressivement le pré-remplissage des déclarations de ressources. Le but, c'est tout ce qui est pré-rempli, hein, comme pour nous, prélèvement à la source, c'est un gain de temps puisque ça nous oblige juste, nous, derrière, quand on a une échéance à respecter, on vérifie, on contrôle et on valide si c'est bon. Donc le temps partiel thérapeutique, on vous en a parlé tout à l'heure avec Pierre Cotte. Donc en accident du travail, maladie professionnelle, le temps partiel thérapeutique est appelé travail aménagé ou temps partiel. Cependant, en DSN, la notion de temps partiel thérapeutique s'applique également aux ATMP. Pierre, tu veux intervenir? Oui, donc rappel, hein, pour le moment, tant que vous n'avez pas le feu vert de votre éditeur ou du GIP NDS, pour le régime général, c'est ce temps partiel thérapeutique. Vous faites, comme je disais tout à l'heure, les attestations via Net Entreprise, pas en DSN. Pour le moment, en caisse primaire, ça ne fonctionne pas pour le régime général. Merci Pierre. Alors, la DOE-TH, donc la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, le rappel, c'est que les joueurs en situation de handicap font partie intégrante de l'entreprise et donc de l'aspect déclaratif. Donc, chaque entreprise doit prendre en compte l'aspect déclaratif lié aux personnes en handicap. La déclaration annuelle donc, de l'obligation OETH ainsi que le paiement de la contribution sont effectués par toutes les entreprises de 20 salariés et plus sur la DSN d'avril, donc c'est ce que je rappelle par rapport à tout à l'heure, exigible, c'est ça, le 5 ou 15 mai au titre de l'obligation par rapport à l'année précédente. Donc on nous précise, par exemple, au titre de l'obligation sur l'exercice de l'année 2022, la déclaration annuelle donc, de l'OETH et le paiement de la contribution était réalisé auprès de l'URSSAF sur la DSN d'avril 2023, qui était exigible le 5 ou le 15 mai 2023 dernier. Alors, les comptes rendus métiers. Donc là, on est plus versant organismes de protection sociaux et groupement d'intérêt public, modernisation sociale, donc Net Entreprise. La correction des déclarants, c'est une obligation réglementaire. De toute façon, là-dessus, on attend systématiquement, vous avez une alerte, il faut intervenir dessus. Si c'est détecté avant en fait l'envoi d'une DSN, là vous pouvez faire une annulée en place. Elle peut être émise jusqu'à la veille de l'envoi de votre DSN attendue. Et si c'est détecté après coup, à ce moment-là, ce sera fait la correction et elle sera faite de la même façon dans votre DSN suivante. Je me permets, parce qu'il y avait une question de Madame Mouricou, et par rapport aux identités, donc sur cette slide-là, c'est indiqué comment corriger les erreurs non bloquantes concernant l'identité des personnes. Donc vous l'avez sur cette partie-là, et donc vous le retrouverez dans le support pour répondre à votre question. Hop. Alors les différents moyens pour signaler les erreurs. Donc l'accusé d'enregistrement électronique, le certificat de conformité qui va embarquer lui le bilan d'anomalie, le BIS dont on a parlé tout à l'heure par rapport en fait au contrôle d'identité de l'ensemble des individus contenus dans la DSN mensuelle, le bilan des contrôles interdéclaration, donc le CID. La non-satisfaction de l'un des contrôles est signalée au déclarant, mais la déclaration n'est pas rejetée. Donc vous voyez, quand je vous parle d'éléments qui sont plus à titre d'information et qui permettent quand même le traitement, on est plutôt sur du jaune. Par contre, si le traitement est bloqué parce que la donnée est bloquante, à ce moment-là, on est sur du rouge. Et ensuite, le compte rendu métier, donc le CRM, remonté par les différents organismes de protection sociale, donc suite au contrôle métier effectué par leur propre système d'information. Et tout ça, vous le retrouvez effectivement dans le tableau de bord que vous connaissez maintenant, avec l'ensemble des éléments. Et également la possibilité de switcher entre la DSN mensuelle et les événements liés à la DSN.
Compte rendu métier normalisé. Donc, il est essentiel pour tout le monde de traiter ces anomalies, donc qui sont mises en évidence dans ces comptes rendus métiers, qui sont mis à disposition de chaque entité en sortie de traitement. Donc, ce sont des formats uniques. On est vraiment lié en fait à un cahier des charges. Il n'y aura pas de divergence de format. Et là, quel que soit le logiciel pour le coup. Donc les comptes rendus, ils ont une structuration et un propos clair. Pour autant, on est dans la réflexion de simplifier aussi certains comptes rendus métiers pour vulgariser certains termes qui sont encore un petit peu trop liés à de l'acronyme et qui vous permettront de mieux les gérer et mieux intégrer en fait les corrections. Alors la norme NEORES, donc qui vous permet en fait une intégration quasi automatisée des retours pour amener plus facilement à la correction. Donc ça, on l'a vu notamment sur les comptes rendus métiers liés à l'URSSAF. Donc là, on va balayer quelques comptes rendus métiers existants. Donc le 118, donc là identifié par l'URSSAF. Donc celui-ci est utile pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Et là, on vous parle de la mise à jour nécessaire par rapport en fait aux effectifs. Donc annuel des contrats favorisant l'insertion professionnelle et aux effectifs moyens annuels de détermination du taux d'alternants embarqués. Ensuite, les comptes rendus métiers 119-120. Donc ça, le recouvrement des cotisations sociales qui vise à améliorer la qualité des données DSN. Donc on en a un qui est transmis à H+4 et le deuxième, le 120, lui, il est transmis 5 jours après l'envoi. Donc le premier, le CRM 119, transmis 4 heures après si je dis pas de bêtises, vous me corrigez, hein, mais je pense que c'est ça. Ensuite, le compte rendu métier identité, donc le 121. Donc depuis juin 2023, le compte rendu identité complète les retours normalisés proposant l'amélioration des données d'identification des individus déclarés. Donc là, vous avez une fiche consigne qui est dédiée pour vous rapprocher et prendre connaissance en fait des éléments. Donc ce compte rendu d'identité, il est différent du BIS dans le sens où il est émis uniquement dans le cas où une anomalie est détectée sur un des individus de la déclaration. Il précise aux déclarants les écarts entre identité des salariés tels que transmis sur la feuille qu'on avait dans les bases et les informations dans le système d'information, donc ce qu'on appelle le SNGI, donc le système national de gestion des identifiants. Donc s'il y a une anomalie à ce moment-là, la correction elle est apportée par rapport à l'identité de la personne. Le compte rendu métier bonus-malus, donc le 117, donc depuis 2022, celui-ci emporte le taux de modulation applicable aux cotisations assurance chômage bonus-malus. En septembre 2023, ce compte rendu métier 117, il emporte le taux modulé du bonus-malus et le taux bonus-malus des caisses les caisses de congés payés, pardon, autant pour moi, ajouté pour la modulation 2023 et un taux de ce bonus-malus, donc caisse de congés payés, est systématiquement porté dans le compte rendu métier 117, quelle que soit en fait la structure concernée. En complément, un nouveau service sera mis à disposition des entreprises, donc la liste des séparations dont le nombre est un des composants des modulations bonus-malus. Je vous laisse vous rapprocher de la fiche dédiée à cet effet. Alors, signalement mes droits sociaux. Alors, concrètement, le service signalement mes droits sociaux, ça permet l'interrogation salariée, ça offre l'accès à un tableau de bord listant les seuls signalements qui sont affectés en fait aux déclarants. Donc les anomalies elles peuvent être de 3 types. On a un employeur inconnu, donc l'usager ne travaille pas dans l'entreprise affichée. On a l'employeur manquant, c'est-à-dire l'usager travaille dans une entreprise
qui ne s'affiche pas. Et on peut avoir une erreur sur salaire. Donc l'usager constate un écart pour un mois donné suite à la transmission d'un signalement par l'assuré. Donc je reçois un mail de la part de, si je dis pas de bêtises, c'est ne pas répondre @messianon mes droits sociaux, qui invite à se connecter sur Net Entreprise, accéder au menu personnalisé du tableau de bord et ensuite cliquer sur autres services. Et puis on interroge l'item, l'onglet interrogation salarié sur mes droits sociaux, ce qui permet de consulter les signalements qui me concernent, alors hors pièce justificative, afin de les analyser et d'y répondre, et de contacter le contrôle métier du site mesdroitssociaux.gouv.fr pour plus de précision. Alors, quelques conseils. Alors, je vois qu'on a un sondage qui a été mis à disposition. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour pouvoir répondre à ce sondage. Donc, vous allez sur sondage. Il est près de questions dans le support. Je vous laisse répondre au sondage et puis moi je reprendrai le fil des questions juste avant de reprendre le déroulé. Alors, je vais aller sur les questions. Alors, Aéroformation. Alors, pour répondre à votre question, Madame Karine Procachon, je vais laissez-moi vos coordonnées et puis je vous répondrai après le webinaire. Alors, Simple identité. Alors là, la question, c'est Madame Sylvie Moricou. Autre situation, une anomalie, c'est une identité agent avec un nom de famille déclaré idem à celui de son titre de séjour, mais qui n'est pas même déclaré à la caisse primaire. Que faire? Alors nous, c'est étonnant, parce que normalement, en caisse primaire, on utilise les documents liés au titre de séjour, extrait de date de naissance, et après l'identité est validée par l'organisme, par le Sandia et le CNGI. Donc là, c'est une situation assez particulière qu'il faudrait qu'on traite à part d'un webinaire. En fait. Comme ça, on ne peut pas vous dire pourquoi il y aurait ce problème. Donc là, laissez-nous vos coordonnées, hein, Madame Moricou, et on reviendra vers vous, on prendra contact et on va creuser le sujet.
Donc ça, c'est la réponse qu'on a fait d'abord. Par contre, il y avait une question sur la DSN événementielle, il me semble, à un moment donné. Voilà, bonjour, les arrêts, donc c'est Madame Céline Blandel. Bonjour, les arrêts des chloramateurs ne sont plus mangés à compter du 1er janvier 2024 par la société. Je dois effectuer une... Ouais, alors oui, il nous faut, parce que si vous avez, alors ça dépend si vous avez mis 3 ans, c'est ça, qui avait été renseigné dans les arrêts. Donc oui, pour les arrêts qui vont dans la subrogation ou qui vont continuer après le 1er janvier 2024, si vous souhaitez que ça soit directement payé à l'assuré dans le cadre de l'arrêt de cette subrogation, il nous faut des nouvelles attestations de salaire, donc des annulés remplaces, pour que ça puisse être pris en compte. Sans cela, ça sera continué en subrogation. Espérons avoir été clair dans la réponse. Et ça, c'est important. C'est un exemple qui est assez intéressant. Ou pour les DSN événementiels, quand vous faites de la subrogation, ne bornez pas qu'aux dates d'arrêt. Parce que s'il y a des prolongations, si vous bornez la subrogation qu'aux dates d'arrêt, si c'est prolongé et qu'il n'y a pas de nouvelle attestation, nous, après, on arrête de payer en subrogation et on paye à l'assuré. Donc, le mieux, c'est de mettre par rapport à l'accord collectif, par rapport à la convention de branche, si vous avez de la subrogation, de mettre ces dates au maximum. Ok, je vais prendre le fil. Je te laisse prendre les coordonnées, Pierre. Oui, d'accord. Hop là. Donc là, vous retrouvez le cercle vertueux déclaratif, le principe d'avoir un éditeur de logiciel identifié et qui soit à la norme, qui puisse derrière mettre à disposition des déclarants, donc les gestionnaires de paye, le bon outil pour pouvoir implémenter toutes les données nécessaires. L'inscription au portail Net Entreprise pour pouvoir procéder aux différentes déclarations, avoir accès au tableau de bord et mettre la DSN mensuelle. Le tout transmis mensuellement avec en plus au fil de l'eau des événements dans la DSN, donc des organismes de protection sociaux qui vont collecter en fait les données, procéder aux indemnisations et à la gestion des dossiers. Et puis derrière, obtenir pour l'allocataire ou l'assuré le juste paiement des prestations qui sont attendues. Voilà. Vous avez toutes et tous la notion de la loi OOPS, c'est-à-dire le droit à l'erreur reconnu. Donc, si une entreprise constate une erreur dans les données transmises, elle bénéficie de la capacité de corriger cette erreur dans l'échéance suivante. Donc, la DSN, mois principal déclaré, plus 1, et le tout sans risque d'être pénalisé. Donc la qualité de la DSN, j'en ai parlé dès le début du webinaire, donc c'est extrêmement important. Chaque maillon de la chaîne participe à la qualité globale nécessaire et attendue, et tous les chiffres sont importants. Pourquoi? Parce que la qualité des données, ça permet de garantir le calcul au fil de l'eau des droits maladie, chômage, retraite. Et là, vous voyez, le cycle de la vie du salarié dans l'entreprise est identifié à travers différents risques et après différents droits à indemnisation et protection. Ensuite, les droits au congé pour toutes les entreprises adhérentes à une caisse de congé, donc BTP, transport ou manutention portuaire. La simplification des démarches des citoyens pour les prestations de solidarité. La gestion du PAS, donc du prélèvement à la source. La plupart des opérations de recouvrement de cotisation. L'appui aux aides aux entreprises. Le suivi dispositif des politiques publiques. Les statistiques publiques sur la gestion des salariés. Vous avez à votre disposition ce qu'on appelle la base de connaissances, donc Net Entreprise. Et là-dedans, vous avez en fait l'ensemble des règles déclaratives et les modalités à appliquer dans l'ensemble des déclarations qui sont à disposition. Donc toujours avec l'accès sur le support, vous verrez en lien direct qui va s'opérer. Donc on avait parlé justement du SIRET.
Pas de SIRET, pas de DSN, voilà, ça c'est clair là-dessus. La DPAE, elle est indispensable, on l'a abordé tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on a balayé l'ensemble des données qu'elle pouvait embarquer. Et en cas de transfert, donc de changement d'entreprise, ne jamais fermer en fait un ancien compte ou d'ancienne déclaration déclarant tant que le nouveau déclarant n'est pas créé. Donc le service DSN contrôle SIRET de Net Entreprise permet de vérifier l'acceptation de l'ensemble des données avant l'envoi en DSN. Donc là, on est sur l'aspect identification, hein. On a parlé du BIS tout à l'heure. Donc clairement, le numéro d'immatriculation sécurité sociale. Donc en l'absence de numéro de NIR ou de NIR, donc ce qu'on appelle un numéro d'identification automatique, vous avez en fait le numéro technique d'attente qui est attribué par la CPAM de votre salarié. Vous pouvez créer le numéro technique temporaire. Donc, il est normé, il est unique et pérenne. Et certains logiciels composent automatiquement un numéro technique temporaire pour justement permettre l'envoi des données. Donc là, dans la DSN, on reprend les éléments qui vont être embarqués. Ils sont valorisés, donc le temps plein, est-ce qu'on est sur du temps plein, du temps partiel, du temps alterné, temps partiel de droit, temps partiel de droit pour enfants, salariés non concernés. Donc on a des attendus, et si on a des erreurs, en fait, on a des impacts par rapport à ça, c'est-à-dire que sur les droits chômage, maladie, retraite, les dispositions réglementaires applicables, elles ne seront pas en concordance avec les modalités de travail qui ont été annoncées dans la déclaration. Donc une incohérence entre les quotités du contrat et la modalité d'exercice vont directement impacter. Par exemple, là nous est précisé, une personne change de temps plein à temps partiel, la modalité d'exercice change, mais pas les quotités mentionnées à la rubrique 40.013. Donc bien faire attention au type de contrat et ce que ça embarque derrière en termes de temps pratiqué de travail. Donc là, le contrat bien renseigné est indispensable, hein. On l'a vu, comme le NIR et le SIRET. La quotité du contrat, donc c'est la durée en fait, c'est la durée du contrat. La rubrique, elle doit être valorisée par la durée du temps de travail porté au contrat. Après, si on a des cas d'erreur, donc ça peut être des erreurs de cohérence entre la modalité en rubrique 14. Parfois, la quotité est renseignée à 0, alors que le nombre d'heures de travail doit être indiqué. Donc ça va être aussi identifié et signalé. Et une erreur avec l'unité de valeur de quotité en rubrique, la rubrique numéro 11. Donc, il faut que cette unité de mesure soit cohérente avec la valeur renseignée en quantité de contrat. Donc, ça a un impact direct sur les modalités de calcul et les droits chômage, maladie et retraite. Donc, point de vigilance, encore une fois, sur ces éléments-là. Donc, le contrat bien renseigné, encore une fois, on est sur le code régime de base risque maladie. Donc, un joueur déclaré avec un code risque MSA réservé aux jardiniers du stade. Donc là, en fait, on va avoir des données déclarées qui ne sont pas transmises au régime général, qui va gérer les droits de l'assuré. Donc en conséquence, un risque de calcul qui va être erroné sur les droits maladie du salarié. Donc bien faire attention à la valorisation de l'identifiant qu'on va utiliser dans le contrat qui va être rattaché en fait au salarié. Là, on a encore un autre exemple par rapport à un code régime vieillesse. Donc, un salarié déclaré avec un code vieillesse, mandat d'élu réservé par exemple aux arbitres, et bien à ce moment-là, on n'est pas du tout sur la bonne valorisation et les données déclarées ne sont pas adressées au régime gérant les droits de la personne, donc de l'assuré, et potentiellement un impact assez conséquent sur les droits de retraite du salarié, même si le reste des données est correctement déclaré. Donc encore une fois, sur cet item-là, bien vérifier qu'on rentre bien la bonne valeur dans les champs liés à la DSN.
Ne pas confondre les heures supplémentaires structurelles et aléatoires. Donc, on a des heures supplémentaires structurelles, on a des heures supplémentaires et on a des heures complémentaires. Donc, l'impact, il est important parce qu'on est directement sur le calcul des droits au chômage, à la maladie et à la retraite. Donc, les heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires sont à prendre en compte dans leur globalité dans le salaire rétabli, reconstitué dès lors qu'elles sont effectivement jouées et donc effectuées en l'occurrence. Le contrat de rémunération nette fiscale, donc pour la saison 2024, les heures supplémentaires exonérées ne devront plus être ajoutées à cette rémunération nette fiscale. Donc ça a un impact direct sur le versement des APL et sur le calcul au niveau de la Direction générale des finances publiques. Alors, le contrat, montant de rémunération brut déplafonné et le montant de base assujetti. Alors, afin de garantir l'exactitude des montants déclarés, il est nécessaire d'assurer une cohérence entre le montant de rémunération brute déplafonné, donc indiqué en rubrique S21G005103 et le montant de base assujetti en rubrique S21G0078-004. Ainsi, même si les deux montants ne sont pas nécessairement égaux pour un salarié disposant d'un contrat de travail, la rémunération brut déplafonné doit être identifiable au sein de la base assujettie déplafonnée. Alors l'impact en cas d'erreur, donc les montants indiqués par la rémunération brute déplafonnée et la base assujettie déplafonnée permettent le calcul d'un certain nombre d'indemnités ou d'aides sociales. Il est précisé qu'une erreur peut entraîner une surcotisation avec en conséquence des sous-versements d'indemnités, par exemple des versements d'indemnités journalières. Et vous avez les numéros de fiches consignes à disposition avec le lien direct. Voilà, donc pour vous accompagner tout au long de l'année, les comités régionaux, donc on est les représentants en région du JPMDS Net Entreprise. On est là pour justement diffuser de l'information, se rendre disponible. Donc là, on est sous forme de webinaire, mais sachez qu'on organise des événements tout au long de l'année dans le cadre de rencontres en présentiel. On a notamment, nous, en Haute-Vienne, lancé en 2023, donc c'était en septembre dernier, un club utilisateur, donc un set utile. Donc c'est une réunion locale, c'est précisé, qui réunit en fait un panel de déclarants d'entreprises pour justement échanger sur ce qui match, ce qui fonctionne bien, et puis surtout écouter leurs attendus en termes d'évolution afin de rendre en fait plus agile et plus intuitif l'ensemble des interfaces qui sont proposées à travers Net Entreprise, tout cet aspect déclaratif. Je vous ai parlé des comptes rendus métiers. On essaie de travailler à faire en sorte que les comptes rendus métiers ils soient un petit peu moins sur un standard informatique et plus sur un standard verbatim simple, que vous et moi on comprenne très rapidement pour pouvoir venir en fait apporter les corrections nécessaires. Donc le club utilisateur, écoutez, si je prends le Limousin, la première édition s'est déroulée au mois de septembre dernier. Les prochaines éditions vont se dérouler probablement au mois de mai prochain, avec l'intégration donc des 3 départements, donc Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Donc si certaines d'entre vous sont intéressés pour intégrer ce club utilisateur, n'hésitez pas à revenir vers moi, à prendre contact avec nous, de façon à ce qu'on puisse vous intégrer au groupe de travail. Je vais passer sur les questions. Alors le replay il sera mis à disposition. Je vois que Théo a répondu, effectivement. Alors, les événements dans la DSN, pour répondre à Madame Adeline Veil, les événements dans la DSN sont obligatoires. La DSN, elle est mensuelle, donc ça, elle est issue de la paye, directement à partir du logiciel. Pour autant, les événements en DSN, c'est-à-dire tous les arrêts maladie, par exemple, ils sont obligatoires. Et les échéances, c'est vous pratiquez la subrogation
Vous pouvez les faire au fil de l'eau tout au long du mois. Vous ne pratiquez pas la subrogation, vous avez 5 jours pour déclarer en fait votre événement dans la DSN, donc votre attestation de salaire. Alors, les DSN événementiels, alors pour répondre à Mme Catherine Tala, oui, alors c'est réglementaire, hein, le principe d'envoyer les événements dans la DSN dans les 5 jours. Pour autant, quand vous regardez, envoyer un événement dans la DSN, c'est 4 clics. On n'est plus non plus sur les 20 minutes d'une attestation de salaire qu'on va rédiger sur Net Entreprise. Donc, il y a quand même un gain de temps qui est conséquent. Alors, pour répondre par rapport à la question de Madame Céline Sauce, club utilisateur au niveau de la Dordogne, effectivement, laissez-moi vos coordonnées et je vous mettrai en relation avec le comité justement qui gère la Dordogne. Bon, écoutez, je vois pas d'autres questions rentrées. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention, à vous préciser qu'on reste disponible au niveau du comité régional Limousin. Donc, sur chaque département, vous avez des interlocuteurs. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie encore une fois pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.